Imaginez-vous, nous sommes en juillet 1978 à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Vous êtes une jeune femme de 17 ans et vous rentrez du cinéma. Il est minuit, vous vous dépêchez de rentrer chez vous. Soudain, une voiture Renault 12 de couleur grenat arrive à votre hauteur. Vous l'avez vue. Elle fait alors demi-tour et se rapproche de vous. La fenêtre côté conducteur s'ouvre. Le bras du conducteur sort de l'habitacle, pointe une arme sur vous et vous tire dessus à 3 reprises. Ça semble impensable et pourtant, c'est bien ce qu'il vient d'arriver. Aujourd'hui, venez découvrir l'affaire Alain Lamarre. L'affaire commence en mai 1978 lorsque une patrouille du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, découvre une étrange voiture au cœur de la forêt de Chantilly. La voiture, une 504, est abandonnée, portières ouvertes, sans plaque d'immatriculation, pare-choc fracassé et lunettes arrière brisées à la suite d'un tir d'arme à feu. La voiture est aussi jonchée de mégots de cigarettes, de seringues hypodermiques, de papier de bonbons, de douilles de 9 mm anciennes, de douilles de carabine US, d'un carnet de chèques, d'un mouchoir taché de sang, mais aussi d'une corde. Ajoutons à cela que quelques mètres plus loin est retrouvé un plan de préparation d'un hold-up pour la poste de Pierrefonds, la ville voisine. Cette affaire sort de l'ordinaire et les policiers trouvent que c'est un cas atypique qui prendra sûrement de l'ampleur. L'événement semble lié au grand banditisme et le parquet de Senlis va alors décider de donner l'affaire à la police judiciaire de Creil, ce qui agacera la gendarmerie qui avait créé le PSIG uniquement pour que plus d'affaires leur soient assignées. La personne propriétaire de la voiture sera retrouvée quelque temps après. C'est la femme d'un gendarme qui s'était vu voler sa voiture alors qu'elle faisait ses courses quelques jours plus tôt. La voiture avait été volée alors que les clés étaient encore sur le contact. C'était une autre époque. Les impacts de balles ne correspondaient à aucun événement particulier. Les seringues ne contenaient pas de produits stupéfiants, ce qui laisse finalement penser à une mise en scène. De plus, l'emplacement où le véhicule a été trouvé est connu de la gendarmerie car elle patrouillait là-bas toutes les nuits. Les gendarmes ont alors l'impression que cette voiture à peine dissimulée dans un coin qu'ils visitent quotidiennement a été mise là en toute connaissance de cause, ce qui les intrigue et les met mal à l'aise. La personne qui a fait ça connaît très bien leurs habitudes. Cette piste ne donne malheureusement rien de plus. Le dossier sera donc clôturé, qualifié comme un petit larcin qui visait à faire une farce aux forces de l'ordre. En juillet 1978, quelque temps plus tard, à Pont-Sainte-Maxence, une jeune fille de 17 ans, Karine Gros-Piron, remonte la rue principale. Elle rentre du cinéma et il est minuit quand elle se fait tirer dessus à 3 reprises par un individu conduisant une Renault 12 de couleur grenat. Elle sera touchée dans les jambes, rien de trop grave pour elle, elle s'en sortira sans séquelles. Karine ira signaler ça à la police, mais elle fait partie de la communauté dite des manouches, comme le disent les policiers de l'époque, et ils vont donc enquêter d'abord sur ses fréquentations, afin de voir si ça ne pourrait pas être un petit ami jaloux ou bien un règlement de compte. En somme, les forces de l'ordre ne prennent pas vraiment la plainte de Karine au sérieux, alors même qu'elle a bel et bien été blessée. Mais après leur petite enquête, ils ne trouveront rien de concluant. 10 jours après cet événement, un gardien de la paix remarque une voiture mal garée dans une rue calme de Creil. Elle n'est pas stationnée du bon côté de la route et elle correspond à la description faite par Karine. Il décide alors d'ouvrir la portière, c'est alors que celle-ci explose et s'ensuit un incendie. L'homme sera brûlé au visage et aux mains, mais le fait qu'il soit gaucher, qui lui a permis de tenir la porte de façon à être moins exposé, ainsi que son réflexe de s'éloigner très rapidement, lui auront sauvé la vie. Vous l'aurez compris, la voiture Renault 12 grenat était piégée. Le plafonnier de la voiture était la clé du système. Le déclencheur de la bombe était connecté au plafonnier de telle sorte que lorsque celui-ci s'allumait, la bombe exploserait. En ouvrant la porte de la voiture qui n'était pas verrouillée, le gardien de la paix a de facto allumé le plafonnier, ce qui a déclenché l'explosion. Il sera découvert que la voiture avait été volée 1 mois plus tôt dans l'Aisne. Les forces de l'ordre vont découvrir des empreintes digitales et celles-ci vont être retrouvées exactement au même endroit qu'avaient été trouvées des empreintes digitales sur les précédents véhicules. Les empreintes digitales sont bien les mêmes, ce qui va permettre de relier les différents crimes. Il est désormais certain que la personne à l'origine de tout ça est en train de jouer avec eux, au jeu du chat et de la souris, qui s'aiment
plein d'indices afin de les narguer. Cependant, à l'époque, il n'existe pas encore de base de données digitales à ce sujet. Elles ne peuvent être comparées qu'aux suspects qui seront trouvés. Or, pour l'instant, la police n'a aucune piste. Tous ces événements inquiètent fortement les enquêteurs qui vont faire tout leur possible pour essayer de retrouver cet individu. Mais malheureusement, rien à faire, il est insaisissable. Cependant, un nouvel élément va tout changer. Une semaine plus tard, une lettre postée depuis Pont-Sainte-Maxence, la ville où Karine s'est fait agresser, parvient aux gendarmes de Creil à l'intention du commissaire Jean-Jacques Thieffine. Cette lettre est manuscrite et elle dit ceci. Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12 rouge immatriculée 1303 QG02. Ma dernière victime est Karine Gros-Piron qui habite à Pont-Sainte-Maxence, sur laquelle j'ai fait feu à 3 reprises dimanche 23 juillet à minuit. Une nouvelle forme d'imprudence, une jeune fille de 17 ans qui déambule provoquamment dans la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire les rapprochements. La prochaine fois, je viserai le cœur et non pas les jambes. Les bombes que je confectionne vont dans l'avenir faire trembler la région. Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer. Signé, point d'interrogation. La lettre en dit long sur la personnalité de son auteur, qui souhaite à tout prix faire comprendre aux enquêteurs qu'il est responsable des derniers événements et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. De plus, cette lettre est très régulière dans son écriture. Il n'y a pas de faute d'orthographe et l'auteur a fait le choix de joindre à cette lettre la carte grise de la voiture en question. L'écriture manuscrite aussi est un gros indice, car elle est similaire à celle du plan de cambriolage trouvé au tout début de l'affaire, ce qui permet encore une fois de lier officiellement les affaires. Après la lecture de cette lettre, l'inspecteur principal de la police de Creil, Daniel Neveu, est certain que cette lettre vient de ce qu'il appelle un technicien de la profession, c'est-à-dire un policier ou bien un gendarme. Ce qui l'a fait tilter, c'est la façon dont la voiture est décrite. Marque, type, couleur, immatriculation. La méthode utilisée pour les rapports de police et de gendarmerie. En montrant la lettre à sa femme, celle-ci lui dira que c'est l'écriture d'un gendarme plutôt que d'un policier, ce qui le conforte dans son hypothèse et le pousse à écrire un rapport dont il n'entendra plus jamais parler une fois celui-ci transmis. Cependant, quand il en parle autour de lui, ses collègues n'arrivent pas à croire qu'un des leurs pourrait être le coupable de tels actes. Et cette piste sera donc totalement écartée. Simultanément à toutes ces interrogations, une autre piste est mise en avant, celle du chéquier du propriétaire de la voiture originelle. Dans la première voiture, il y avait un chéquier, et en réalité, le coupable les a utilisés. Au total, il aura utilisé 21 chèques. Les policiers remontent cette piste et constatent que le coupable se déplace beaucoup, plus de 2000 km en 2 mois. Les commerçants aideront à se faire une idée du voleur. Un homme jeune, très poli, bien coiffé, bien rasé, chaussures propres, qui fait fortement penser à un militaire en permission, un policier, un gendarme ou autre. Grâce à cette attitude, bonne sous tout rapport, aucun commerçant ne lui demandera sa carte d'identité. Pour l'anecdote, il ira même dans un restaurant gastronomique qu'il paiera avec ses fameux chèques volés. Un portrait hasardeux va donc être fait suite aux interrogatoires des différents commerçants qui l'ont rencontré, mais malgré tous les dispositifs mis en place pour le retrouver, le criminel court toujours, ce qui remet en avant la théorie de Monsieur Neveu, comme quoi ce serait un policier ou un gendarme, ce qui lui permettrait de passer entre les mailles du filet, et notamment les barrages routiers qui sont effectués. Mais rien n'y fait, personne ne veut y croire, excepté le capitaine Pinault, gendarme, qui commande la compagnie de Clermont et qui va se mettre à faire quelques vérifications de son côté. Il demandera les emplois du temps de tous les gendarmes de la région, et tous les commandants joueront le jeu, sauf le commandant de la compagnie de Chantilly, qui ne lui transmettra rien. De plus, il faut savoir que la gendarmerie et la police enquêtent sur la même affaire et chacun garde ses informations pour soi et les informations ne transitent pas, ce qui accentue la concurrence entre les différents services. C'est ce qu'on appelle la guerre des polices. Chacun veut résoudre l'affaire en premier pour en retirer toute la gloire et pour ça il faut garder dans l'ombre leurs informations. Plus rien ne se passe pendant 3-4 mois, jusqu'au 1er décembre. Une jeune fille de 19 ans, Yolande Razeski, fait du stop en plein jour et un automobiliste s'arrête à sa hauteur pour la prendre en stop. Cet événement qui semble anodin va en réalité tout faire basculer. Peu de temps après avoir pris cette jeune fille en stop, le conducteur va lui tirer dessus avec une arme de poing à 3 reprises. Cette jeune femme utilisera toute sa force et sa détermination pour ouvrir la porte et se laisser tomber sur la route. Son assaillant la laisse pour morte.
Elle réussit à réaliser un portrait robot de son agresseur avant de décéder des suites de ses blessures. Le portrait robot effectué est similaire à celui réalisé plus tôt par la police concernant l'affaire des chèques volés. De plus, l'arme utilisée pour ce meurtre est la même que celle utilisée pour l'attaque de Karine, un Beretta 9 mm, une arme rare appréciée des collectionneurs, mais aussi des militaires. Le meurtrier n'a peur de rien et il n'est pas prêt de s'arrêter. La presse se saisit alors de l'affaire, ce qui va mettre de l'huile sur le feu. Effectivement, quelques années auparavant, Michel Barbeau, un tueur en série français, sévissait dans la région, ce qui a conduit à 8 meurtres sur une période de 7 ans. La population de la région est encore sensible à tout ça, ce qui aggrave toujours le sentiment de peur, de terreur et d'insécurité ressenti par les habitants. C'est là que le nom du tueur de l'Oise va voir le jour. En fin décembre 1978, une nouvelle agression très violente a lieu. Un automobiliste voit une jeune femme se jeter d'une voiture en marche, elle est grièvement blessée et restera paralysée à vie. La victime, bien que blessée, est capable de parler. Elle explique qu'elle faisait du stop et qu'une Peugeot 504 s'est arrêtée et après quelques kilomètres, le conducteur lui explique d'un coup qu'il va lui faire mal et il lui tire dessus. Elle reçoit 2 balles dans la colonne vertébrale. Le portrait robot sera là encore très similaire au précédent. Les forces de l'ordre mettent alors en place de nombreux barrages routiers car ils ont très rapidement été mis au courant de la situation et ils savent que le coupable n'est pas loin. Une 504 Peugeot sera identifiée. Elle forcera le barrage routier puis fera demi-tour, descendra sur les berges, mais à cause de la pluie des jours précédents, la terre est meuble et la voiture s'embourbe. Le conducteur décide alors de descendre et de plonger dans les marais. Plus de 400 gendarmes seront présents pour le traquer, mais après plus d'une nuit à le chercher, toujours rien. Le meurtrier s'est volatilisé. Peu de temps après, un journaliste va décider de crever l'abcès. Il a parlé à Daniel Neveu et au capitaine Pinault, qui semblent tous les deux se rendre compte que visiblement, le meurtrier est peut-être un des leurs. Ils décident alors d'écrire une dépêche sur la possibilité que le tueur soit bel et bien un membre des forces de l'ordre. Après tout, de chaque côté, gendarmerie et police, il y a quelqu'un qui pense que c'est possible. Le ministère de l'Intérieur va alors faire pression pour que ce journaliste soit mis au placard et que tout ce qui était dit dans sa dépêche soit démenti. Il en allait de la réputation des administrations, qui visiblement à cette époque valait plus que la sécurité des habitants. Quelques jours plus tard, une deuxième lettre parvient alors aux enquêteurs, et elle dit ceci. Vendredi 29 décembre, vous m'avez éprouvé physiquement, car je suis resté dans les marais jusque tard dans la nuit, sale et trempée. Vous allez me payer cette journée-là. Je prends un peu de repos, je n'aime pas le froid et la neige. Mais bientôt, ce sera l'enfer. Pendant 3 mois, il reste insaisissable et étend son rayon d'action, en allant jusque dans le sud de Paris, où il volera la voiture d'un ministre qui aura imprudemment laissé ses clés sur le tableau de bord. Encore là, c'était une autre époque. Il prend alors l'autoroute A110, où il tombera en panne avec la dite voiture. Des CRS à moto qui passaient par là lui proposeront de l'aide. Il dit alors être le fils du ministre, et ils l'aideront donc à atteindre un garage non loin. Après cet événement, les 2 policiers CRS feront un portrait robot saisissant de réalisme. Le portrait est diffusé partout et notamment dans les gendarmeries. Une femme de gendarme de Clermont, quand elle verra le portrait robot dans le hall d'entrée de la gendarmerie, dira immédiatement à son mari « Mais qui vous cherchez ? C'est Lamarre ». Alain Lamarre est un jeune gendarme, propre sur lui et bien sûr tout rapport, qui donne satisfaction entière à ses supérieurs. Le capitaine Pinault se penche alors sur cette nouvelle recrue et fait une rapide enquête. Lamarre est célibataire et sans compagne ou relation connue. Son emploi du temps sera alors vérifié et pour chacun des faits du tueur, il était en permission ou bien ne travaillait pas. C'est une véritable trahison pour ses supérieurs. Il n'y a alors plus de doute, c'est lui le coupable. Il était là à chaque fois qu'une voiture était découverte, il était là partout et bizarrement absent au moment des crimes. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'arrêter et cela nécessite une certaine organisation. Sous prétexte d'un rendez-vous au poste de gendarmerie pour organiser une opération qui aurait lieu le lendemain, toutes les unités sont rappelées, dont celle d'Alain Lamarre qui était équipé d'armements lourds ce jour-là. Il lui est alors demandé de poser son arme de service, une mitraillette, car elle n'était visiblement pas nécessaire à la réunion. Il sera alors ceinturé par ses collègues de travail et ils constateront qu'il avait gardé 2 armes supplémentaires chargées sur lui. Quand il lui sera demandé s'il sait pourquoi il est arrêté, il feindra l'ignorance en disant ne pas comprendre pourquoi. Ses collègues et amis ont du mal à se rendre compte de ce qu'il se passe et n'arrivent pas à le considérer comme potentiellement responsable de toute cette affaire. Afin d'être sûr et certain que c'est bien lui le coupable, ses empreintes seront comparées à celles trouvées dans les véhicules volés. Et c'est une correspondance parfaite. Il sera alors décidé de faire une perquisition chez lui. Dès l'entrée, Alain Lamarre donne le ton en expliquant à son supérieur, qui soit dit en passant habitait le même immeuble, qu'il avait bien fait de passer en premier.
car si ça avait été lui, il se serait saisi d'un fusil qu'il gardait dans l'entrée et l'aurait tué. L'habitation est rangée à la perfection, rien ne dépasse. Et rien ne sort de l'ordinaire, excepté une porte qui est verrouillée. Une fois ouverte, ils vont découvrir des éléments qui vont rebattre les cartes de cette enquête. Dans la pièce, une corde est tendue entre deux murs sur laquelle est mise une tente militaire kaki dans laquelle Alain Lamarre dort et mange des rations de guerre. Il y a des armes et des cartouches partout, de la poudre à explosifs, des plans avec des annotations et surtout un semainier où tout est inscrit. Chaque crime y est consigné et quelle ne fut pas l'horreur des gendarmes quand ils vont découvrir qu'Alain Lamarre avait prévu de tuer l'adjudant Cavalier, ce même supérieur qui habitait dans son immeuble et qu'il venait de menacer, et tout ça était prévu quelques jours plus tard. Il semblerait alors que Alain Lamarre se comportait dans cette pièce comme s'il était en guerre, un survivaliste avant l'heure. Le reste de son appartement semble en réalité être là pour paraître quelqu'un de normal. Au pied de l'immeuble, c'est la foire d'empoigne, en parfait contraste avec le calme apparent des gendarmes qui ont encore du mal à accepter la trahison d'un des leurs. Une fois rentré au poste de gendarmerie de Senlis, un gendarme haut gradé viendra forcer Alain Lamarre à démissionner, là encore afin de ne pas entacher la réputation de la gendarmerie, en expliquant que le tueur n'était donc pas un gendarme. Mais tel un coup d'épée dans l'eau, cela n'a fait qu'entacher la réputation de la gendarmerie qui semble encore une fois donner plus de valeur à sa réputation qu'autre chose. Alain Lamarre reconnaîtra tous les faits qui lui sont reprochés sans pour autant donner d'explication sur le pourquoi. Il se plonge alors dans un mutisme qui referme encore aujourd'hui les réelles motivations de ses actes. Après connaissance de certains faits, on a souvent tendance à se refaire tout le film dans sa tête. Et c'est exactement ce que vont faire les gendarmes, qui vont alors se dire qu'il y avait des signes et qu'ils auraient peut-être pu les voir. Effectivement, Alain Lamarre était toujours présent lors des découvertes des voitures. Et sur tous les rapports liés de près et de loin à cette affaire, son nom était écrit. Il était aussi très violent verbalement dans ses propos par rapport aux actions du tueur, alors même que ses collègues ne l'étaient pas autant. Il était extrêmement présent pour s'informer sur l'avancement de l'enquête. Et il est bien connu que certains criminels ont tendance à se rapprocher des enquêteurs qui travaillent sur leurs propres crimes afin de se sentir toujours plus supérieurs et de pouvoir lancer sur des mauvaises pistes tout en étant au courant de l'avancement de l'enquête. Alain Lamarre est né le 10 juillet 1956 à Fruges dans le Pas-de-Calais. Son père est un fonctionnaire qui gère les haras nationaux et qui est extrêmement autoritaire. Dans sa famille, Alain Lamarre n'est pas pris au sérieux. Il aurait aimé devenir militaire, est membre des commandos, mais finalement il choisira la gendarmerie. Il demandera à être muté au PSIG en pensant qu'il y aurait plus d'action, ce qui n'était visiblement absolument pas le cas. Il l'aura signalé à ses supérieurs qu'il était relativement déçu du peu d'action qu'il y avait. La juge en charge de l'affaire décidera de faire expertiser Alain Lamarre par des psychiatres. Après 4 expertises différentes, certaines disant qu'il était irresponsable et d'autres responsables, et après certains vices de procédure, il sera reconnu comme étant irresponsable de ses actes car il souffrira apparemment d'une forme particulière de schizophrénie. Il ne sera donc pas jugé, ce qui arrange aussi grandement la gendarmerie, qui peut là encore préserver ses apparents. Bien qu'il n'y ait pas de procès, ses collègues se penchent tout de même sur son mobile. Il semblerait qu'il souhaitait montrer les failles du système judiciaire tout en ridiculisant ses collègues. Mais si l'on cherche un événement qui l'a marqué, il faut se pencher sur l'affaire Barbeau. Effectivement, Alain Lamarre, peu de temps après son arrivée dans la gendarmerie, a enquêté sur cette affaire, ce tueur en série dont on parlait plus tôt. Il était là à toutes les découvertes, son nom était partout et il en a développé une fascination. Certains psychiatres pensent qu'il était trop jeune quand il a travaillé sur cette affaire et que cela aurait été le déclencheur de ses manœuvres meurtrières. De leur côté, les familles des victimes, qui n'ont pas eu le droit à un procès, ont pendant plus de 10 ans bataillé pour que l'État soit tenu responsable en tant qu'employeur de ce qui s'était passé. Ils ont réussi à obtenir des dommages et intérêts. Alain Lamarre, quant à lui, est en hôpital psychiatrique depuis plus de 40 ans. C'est la fin de cette affaire française un peu spéciale, où c'est la personne qui devait vous protéger qui est en fait responsable. J'espère que cette affaire vous a plu et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle affaire. Mais surtout, n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas la vigilance. Bye!